Affinité élective, une émission de Francesca Isidori. Être dans l'instant présent avec la mémoire du passé, restituer la voix vivante de la poésie grecque ancienne, être à la fois le traducteur et la aide, tel est son but et son défi, laisser Homère exister pour ne pas le maintenir dans son statut d'objet qui laisse toujours le philologue dans une attitude un peu vaine, de quête désespérée. Il aura fallu 20 ans, le temps, dit-il, de conquérir Troie et de rentrer à Ithaque pour traduire les quelques 15 600 vers de l'Iliade, pour transposer dans la douceur sobre du français l'éclatante diaprure du grec. Et aujourd'hui, le livre est là, une nouvelle traduction publiée aux éditions du Seuil, du premier grand poème de la littérature européenne, poème de la mémoire et de sa transmission. Une publication précédée il y a quelques années par la lecture de ce même poème, déclamé, récité, chanté, mesuré par le rythme de l'hexamètre à Athènes, Paris, Avignon, car l'Iliade, pour cet helléniste qui a créé en 1995 la compagnie des mots de Kos pour réinventer un art de la diction rythmée en grec ancien et chanter Homère mais aussi Échille, Sophocle et Aristophane, l'Iliade est faite pour être dite et écoutée. Ce n'est qu'en l'écoutant qu'on comprend ce qui se tisse d'un vers à l'autre, dit-il, d'un chant à l'autre, d'une extrémité du poème à une autre. Un simple écho, une simple répétition, à 10 000 vers de distance, trahit l'intention du poète et son existence incontestée. Les affinités électives de Philippe Brunet. She lives on Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. She has robes and she has monkeys, lazy diamond-studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has you. Bonsoir Philippe Brunet. Bonsoir. The Doors, Love Street, extrait de l'album Waiting for the Sun, 1968, la voix de Jim Morrison. On est loin de la lyre que vous avez apportée avec vous et que vous allez jouer tout à l'heure. Encore que, je ne sais pas. Les Doors, bien sûr, c'est notre adolescence. Et Jim Morrison, d'ailleurs, toutes ces chansons ont été possibles. Celle-là ou une autre aurait été aussi bien bienvenue. Celle-là, elle parle un peu de l'amour. Et je me suis dit que peut-être pour l'Iliade, il faut penser que d'abord, il y a l'amour, il y a Aphrodite. Donc on n'est pas si loin. Et puis un chanteur de cette envergure, qui est devenu une sorte de mythe, de héros, presque avec son autel, sa tombe, la tombe du saint au Père-Lachaise, où les gens vont et viennent, où je suis allé, où tant d'autres vont et viennent. Et ça avait quand même un rapport. Et aussi parce que la tombe du chanteur, la tombe du héros, et puis l'Iliade, c'est peut-être quelque chose comme ça. Quelque chose dont il faudrait retrouver les causes, parce qu'elles se sont perdues. Mais il y a des morts qu'on chante. Et donc, il faut des chanteurs pour célébrer ces héros. Donc, c'est un peu tout ça, puis de manière qui nous rapproche un peu d'aujourd'hui. Philippe Brunet,
la photo que vous avez sous les yeux a aussi un rapport avec Jim Morrison, parce que quand je l'ai vue il y a un instant, j'ai cru que c'était une photo de Jim Morrison. Alors non, c'est Philippe Brunet à l'âge de 15 ans, 16 ans 18 et avec une guitare à la main. Oui, on dirait bien une guitare électrique. Oui, j'ai cherché des photos, je n'ai pas trouvé. J'ai demandé à ma sœur Juliette, que je remercie d'avoir retrouvé ça. Et c'est vous qui me dites que je ressemble à Jim Morrison sur cette photo, mais... Il y avait peut-être quand même à l'époque une tentative de mimésis, d'imitation ou de ressemblance. Oui, quand on a les cheveux longs qui frisent un peu, forcément, peut-être c'est ça, je ne sais pas. Et il se trouve aussi que bizarrement, depuis 2 ans, j'ai à nouveau les cheveux longs, mais c'était lié à des rôles que j'ai joués en fait. Et puis ça reste, et puis après, c'est toujours très difficile de se couper les cheveux une fois qu'ils sont longs. Et alors cette photo, 18 ans, vous en étiez où à ce moment-là de votre vie, de votre amour du grec? Si c'est vraiment à 18 ans qu'elle a été prise, à un an près, je ne sais pas exactement. Dans ce cas-là, ça signifie que j'ai commencé depuis quelques mois le grec ancien, en Hippocagne, au lycée Louis-le-Grand, et que je continue ce genre d'activité pour ne pas me laisser enfermer dans l'étude, dans les bibliothèques. Ce genre d'activité étant la guitare électrique. Voilà, de jouer dans un groupe, de chanter, et surtout de jouer, et puis avec des amis. Ouais. Vous êtes né à Paris en 1960, élevé, dites-vous, par une japonaise, votre mère, dans la tradition française, conduit, je vous cite, à exalter cette tradition dans ses racines perdues. Donc d'aller chercher peut-être encore plus ses racines que... Je sais pas, peut-être c'est aller un peu vite, mais souvent on me pose la question, mais qu'avez-vous à voir avec le grec? Et puis quand on m'entend dire du grec, mais parfois on me dit, mais j'ai l'impression d'entendre du japonais. Alors, et puis pourquoi vouloir recréer la tragédie grecque, par exemple, sous une forme qui soit non pas une exaltation de nos formes contemporaines, mais davantage des espèces de retrouvailles avec une force immanente qui fait rayonner cette force de ce théâtre. Ça passe par la reconstitution de la langue, parce que c'est un trésor qu'on ignore, et qu'on a dans des textes enfermés la plupart du temps, comme Homère, très souvent, trop souvent enfermé dans le livre, qui nous a préservé le texte, et qui, avec l'aide de beaucoup de philologie, beaucoup d'expérimentation, peut revenir sous une forme vivante. Alors peut-être c'est pour ça que... Est-ce que je trouve que les Japonais ont la chance de pouvoir assister à des représentations qui donnent sous une forme très, très proche ce qui a pu être créé au XIIIe, XIVe siècle avec le No. Et pourquoi nous n'aurions pas droit à voir la tragédie grecque sous une forme qui... Voilà. Vous vous inspirez d'ailleurs en partie du théâtre No dans votre approche du théâtre grec ancien. Il y a quelque chose qui passe. Mais c'est-à-dire que c'est un des rares théâtres vivants qui fait cette fusion de la danse, du chant, le rôle du masque, la musique, l'importance du chœur. Mais j'ai découvert petit à petit, après beaucoup plus tard, en fait, qu'il y a une filiation qui est attestée, pas prouvée, mais on sait bien que les masques japonais du No sont inspirés d'une première tradition de masques théâtre de Gigaku. Et ce sont des masques continentaux qui viennent pas du Japon, qui sont pas autochtones, mais que les compagnies étrangères ont apportés au 8e siècle au Japon. Et qui sont restés, c'est-à-dire qu'ils existent encore, ces masques. Puis ce théâtre a duré 4 siècles, et un peu plus tard, au 14e, c'est le No qu'on réveille en quelque sorte, mais c'est un théâtre sacré, religieux, disons. On y chante, on y danse, et donc il est très proche de la tragédie grecque, et je n'arrête pas de trouver d'autres affinités, en fait. Bon, des musiciens comme Akira Tamba, par exemple, ont souligné ces rapprochements. Et puis la philologue Paulette Giron-Bistagne, en son temps, avait montré comment les masques du Japon venaient de Perse, de l'Inde et au départ de la Grèce. Oui. Dans votre parcours, Philippe Brunet, un regard vers l'Est, la route de l'Est. Il faut rappeler que par votre mère, vous êtes descendant de samouraï et que depuis peu,
vous avez commencé à écrire les fragments du journal des Eijiro, je ne sais pas si je prononce bien. Eijiro. Des poèmes sur la traversée de la Sibérie à cheval, effectuée par Eijiro Haga en 1895, et il se trouve que c'était votre arrière-grand-père. Oui, voilà. En fait, souvent, ma mère ne nous parle pas forcément à nous, c'est-à-dire ma sœur, mon frère, des ancêtres. Alors, on sait qu'on a, par exemple, un ancêtre du côté de sa mère, qui est venu en 1862, lors de la première délégation japonaise, en France, rendre visite à Napoléon III, reçu par Napoléon III. Et là, c'est la branche de mon grand-père, donc un Haga, et en fait, il était médecin, donc il est allé se perfectionner à Berlin. Il a acheté les premières machines à rayon X qu'il a envoyées au Japon, mais se débarrassant de ses bagages, il a pris son cheval et en fait ensuite il a voyagé en diligence, dans des fiacres, enfin dans toutes sortes de véhicules qui n'étaient pas toujours faciles à trouver. Mais bon, j'imagine sa route vers l'Est, vers le Japon, sous forme alors de poèmes, mais ça c'est une tradition familiale, on écrit des tankas, c'est normal. C'est pas forcément... Pas besoin de s'autoproclamer poète, ça fait partie de la vie. Et cette route vers l'Est, c'est aussi la route de Troyes, évidemment, la route de la soie, celle du théâtre grec des Masques, jusqu'au Japon, dont vous parliez, route d'Homère. Et puis il y a la route du Sud, qui est celle d'Antigone, que vous avez joué d'ailleurs. Oui, on a beaucoup joué Antigone. Vous avez joué à la fois Antigone et Créon, les deux rôles. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et... Donc route vers le sud, vers la Phénicie. Route inverse, puisque c'est de Phénicie qu'est venu Cadmos, l'aïeul d'Antigone. Oui. Et puis cette route du sud vers l'Égypte ou la Mésopotamie. Et c'est là, on verra, en Éthiopie, que vous avez trouvé cette lyre qui est ici et que vous allez jouer tout à l'heure. Oui, ça c'est il y a quelques années, un livre qui avait fait scandale, Martin Bernol, Black Athena. Et lorsqu'on a joué, par exemple, l'an dernier, l'Orestie, c'était d'une comédienne noire, Black, qui a joué Athéna. Et c'est l'idée que beaucoup, comme les anciens pensaient que la religion grecque venait d'Égypte. On sait bien qu'Héraclès vient de Phénicie. C'est de là-bas. Et quand on pense aujourd'hui, donc du coup, à cette Antigone, petite fille de Cadmos, on a tout à coup une autre idée de la Grèce. C'est-à-dire que la Béotie, au 2e millénaire, c'était une zone d'influence phénicienne, presque égyptienne. Et c'est très curieux de voir qu'aujourd'hui, au fond de l'Égypte, en allant plus bas, du côté de l'Abyssinie, on trouve des gens qui ont perpétué la tradition de la lyre. Donc la lyre n'est plus tout à fait une invention purement grecque qui aurait ensuite été exportée, mais pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui est né ou en Égypte ou en Mésopotamie. On hésite, on trouve des représentations de lyre vers 2500 ans avant. Et un instrument très particulier qu'on a beaucoup idéalisé en Europe, mais qu'on a perdu. Donc on n'a gardé que le luth et la harpe. Donc le luth avec son manche, la harpe avec ses cordes de longueur différentes, mais il reste la lyre. Et il y a encore des gens là-bas pour en jouer, nous l'enseigner. On vous entendra dans un moment. Alors, adolescent, Philippe Brunet, vous délaissez les livres de Karl Marx, publiés aux éditions sociales, pour les cahiers de Malte Lauritz Brigg de Rilke. Voilà, en raccourci, en y repensant, j'étais en 3e, j'avais entre 13 et 14 ans, et j'aimais beaucoup ces petits livres oranges qui paraissaient détenir la vérité, et donc l'anti-Feuerbach, contre Feuerbach, le manifeste du Parti communiste, l'anti-Düring de Engels, en fait tous ces petits livres passionnaient beaucoup. Je les lisais avec un dictionnaire à la main parce que matérialisme, dialectique, tout ça c'est un peu compliqué. Et puis c'est vrai qu'un jour je tombe dans la bibliothèque de mes parents sur les cahiers de Malte Lauritz Brigg, et forcément là j'étais amené à la poésie par les Allemands. Un jour, Pierre Vidal-Naquet vous dit « Vous êtes révolutionnaire dans la réaction ». Oui, il l'a même écrit. Il a même écrit. Oui. Et plus réactionnaire que Lamner, je sais plus ce qu'il a dit comme... Mais parce que lors d'un colloque,
j'avais fait un éloge de Monseigneur du Panloup, et archevêque d'Orléans au XIXe siècle, qui avait écrit des pages magnifiques à la gloire de l'exercice de vers latin. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que nos poètes ont été formés à l'exercice de vers latin, et moi, quand j'avais 16 ans, 17 ans, je ne pouvais pas l'apprendre. Et je trouvais que c'était très, très dommage, comme ça, on avait perdu un exercice qui n'a pas toujours abouti à des merveilles, bien sûr, mais qui était extrêmement formateur. On apprenait à écrire la poésie en imitant Virgile. Et ce qu'on ne fait plus. Et qu'on fera de moins en moins. Mais ça reviendra, voilà, ça reviendra. Alors, première rencontre avec le théâtre grâce à travers la compagnie Renaud Barrault. Et Le Soulier de Satin, Oh les beaux jours, donc Claudette Beckett. Alors, quand nous nous sommes rencontrés la première fois, Philippe Brunet, il y a presque 20 ans, vous veniez de traduire Sappho à l'âge d'homme. Et ensuite, nous nous sommes revus pour parler d'Aristophane. C'était pour l'émission Une vie, une œuvre. Je me souviens encore de la lecture que vous aviez faite de sa comédie Les Grenouilles avec Sylvie Brunet. Je me souviens des onomatopées qu'utilise souvent Aristophane. Je me souviens aussi d'une lettre que vous m'aviez adressée à cette occasion sur la mort du théâtre. Donc, donner une voix au grec ancien, et pas seulement à travers la traduction, mais aussi à travers la récitation, vous occupait déjà entièrement. Et j'aimerais, avec vous, évoquer ce parcours qui est le vôtre et qui est marqué aujourd'hui par une étape extrêmement importante, qui est la nouvelle traduction de l'Iliade, parue tout récemment aux éditions du Seuil. Voilà, revenir aux origines de cette passion pour le grec comme parole vivante. Je crois que j'ai vraiment eu beaucoup de chance, parce que là où je suis allé, j'ai rencontré les gens. Et peut-être il y avait d'autres gens à rencontrer, mais il se trouve que j'ai rencontré à certains moments, lorsque j'étais en Hippocagne, Pierre Fortassier qui enseignait le latin et le grec, et qui rythmait, qui disait les vers avec le rythme. Alors là, c'était tout à coup une révélation, parce que je voyais bien que les Allemands avaient tenté d'imiter la métrique des anciens, et j'avais acheté, dès que j'avais pu, j'avais acheté les livres de Hölderlin, Goethe, pour essayer de voir ça, mais je ne pouvais pas vraiment le faire. Il faut quand même qu'un jour on ait un maître qui vous l'enseigne. Donc j'ai eu cette chance d'avoir ce maître qui me l'a enseigné. Et puis par la suite, il y avait un très grand spécialiste qui est mort aujourd'hui de métrique grecque, Jean Irigoyen, qui était professeur au Collège de France. Il avait invité en France à plusieurs reprises le professeur Stephen Dates, qui a enregistré toute l'Iliade et toute l'Odyssée. Qui est aujourd'hui professeur émérite de langue classique à la City University of New York et spécialiste de la prononciation restituée, que j'ai eu la chance de voir un récital, parce qu'on peut appeler ça récital, et qui en plus était très très drôle par moments, qui avait en plus beaucoup d'humour. Mais alors, sur quoi peut-on se baser pour restituer la prononciation de langue morte ? Est-ce qu'elle n'est pas perdue à jamais ? Ah oui, certainement, elle est sans doute perdue. Mais on a quand même toute la phonétique. On n'est pas toujours d'accord sur tel ou point de détail, puis ça varié selon les époques, selon les lieux. Mais on a au moins les principes de son fonctionnement, et puis à l'intérieur d'une métrique, qui est donnée par la versification. On a beaucoup plus qu'on ne croit. Et puis, je pense que c'est à l'expérimentation de tenter de nous faire comprendre. Et je crois qu'on peut faire plus que comprendre, on peut aussi ressentir. Et Stephen a fait ça. Et donc, c'était vraiment une grande joie de redécouvrir les noyaux vocaliques, de s'aventurer. Et puis, voilà, on est nombreux à faire ça. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup d'aides très doués dans Demodokos et hors de Demodokos. Alors, Demodokos, c'est la compagnie que vous avez créée en 1995, du nom de la aide aveugle, Demodokos, qui, dans l'Odyssée, se souvient de l'Iliade, c'est ça ? Oui, qui raconte notamment la prise de Troie, oui. Et l'emblème de votre compagnie, c'est toujours la Gorgone, la Méduse ? Oui, c'est toujours la Gorgone. Et compagnie qui existe depuis 1995, et pour chanter
chanter, dire Homère, Échille, Sophocle, Aristophane, pour célébrer donc la poésie, le théâtre grec. Mais il y a eu auparavant, avant d'arriver à la création de Demodokos, de cette compagnie, il y a eu une rencontre en 81 avec André Markovitch. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'André Markovitch, avant d'être le traducteur célèbre de Dostoïevski, de Tchekhov, de Pouchkine, il a été le traducteur de Catulle, le livre de Catulle en 95 à l'âge d'homme. Il a même appris... 85. 85, pardon, 85, oui, 85. Et il a même appris le latin, je crois, pour pouvoir traduire Catulle. C'est ce qu'il m'avait raconté à l'époque. Oui. Donc, c'est Markovitch qui un jour vous dit, mais pourquoi tu ne traduis pas l'Iliade? Oui, le jour où je le rencontre, en fait. Et au café, au Soufflot, plus le jour, puisqu'on est dans les souvenirs, où j'étais reçu à l'école normale. Et donc ça, c'était... Bon, lui, il récitait du russe, du latin à la russe, et puis moi, je récitais de l'allemand et du grec à l'allemande, en fait. Ce n'est qu'après que la diction est devenue quantitative, chantée. Donc c'était une diction plus simple, juste basée sur les temps. Et André traduisait Catulle en français comme d'autres l'ont fait en russe. Avant lui, à l'époque de Pouchkine, comme Gnieditch a traduit l'Iliade, ou Joukovski l'Odyssée, sans connaître le grec d'ailleurs. Et donc, sur cette tradition néoclassique qui était vivante pour lui, il essayait de l'adapter au français tant bien que mal, avec la difficulté inhérente à la langue française. Et donc cette proposition, cette invitation, donc je l'ai reçue, et puis petit à petit ça a mûri, j'ai fait quelques expériences. C'est pas venu tout de suite, c'est pas si... Comme parfois, des gens au contact de ce genre de traduction ont un peu de mal au début, puis ensuite s'y font, et puis ils rentrent, comprennent le système et la diction, et après ça marche. Donc il vous a fallu, en quelque sorte, un chemin oblique, apollinien peut-être, pour arriver à la traduction de l'Iliade en particulier. Enfin, c'est-à-dire que passer par l'expérience faite par les traducteurs russes, l'expérience de la poésie allemande, Goethe et Hölderlin, et finalement, c'est à travers ces chemins détournés que vous êtes un jour attaqué à la traduction de l'Iliade. En 85, je crois, vous avez commencé. Oui, c'est ça. À peu près. Oui, et puis c'est aussi en écoutant ce grec. Évidemment, souvent on idéalise le grec comme langue quantitative, et on se dit que jamais on aura des longues et des brèves en français. Et à la Renaissance, il y a eu des expériences aussi en France. Et en fait, donc du coup, j'ai commencé à traduire en me basant sur les accents plutôt que sur la durée des syllabes. Mais dans le fond, j'ai eu l'impression, d'abord en travaillant beaucoup sur le grec ancien, je me suis rendu compte que le grec n'était pas ce qu'on croyait, et qu'il y avait une espèce de volonté qui définissait des rythmes, alors que les syllabes ne se prêtaient pas toujours à cette régularité qu'on prétend y trouver. Donc il y a un effort de volonté, de créer des genres, de créer des rythmes, de les dire. Et en français, c'est un peu pareil. Et puis, le fait qu'on a un accent un peu plus faible, moins intensif qu'en russe ou qu'en allemand, peut-être c'est aussi une chance pour essayer de... Il faut imaginer ça comme des vagues. Voilà, chante déesse, d'Achille, fils de Pélée, la colère. Comme ça. Quelque chose assez doux dans le fond. Et qu'on n'est pas obligé de faire sonner d'une manière plus verticale. Singe o Göttin den Zorn des Peleiaden Achilleus. Une diction que Nietzsche trouvait trop... D'abord, Nietzsche déplorait qu'on applique cette diction allemande au grec ancien. Comme si on disait « Men in aide te apelleiado Achilleos ». Alors qu'il faudrait arriver à faire... et Nietzsche prônait cela. C'est un des premiers à l'avoir dit, à faire entendre cette musicalité des voyelles. « Men in aide te apelleiado Achilleos ». Olomenen hemuriakaiois alge eteke polas diptimus psukas aidiproiapse. Là on a des voyelles brèves qui sont dans des syllabes longues. On n'a pas le droit de les rendre longues. Et on sent que là il y a cette violence aidiproiapse jeta dans l'Hadès. Et c'est à ce moment-là aussi Homère se bat avec sa prosodie, contre sa langue aussi.
il n'est pas dans quelque chose d'installé et d'académique défini toute éternité. C'est le début de l'Iliade que vous C'est le venez début. de... Est-ce que vous voulez bien prendre cette lyre que vous avez trouvée il y a 1 an ou 2 en Celle-là, Éthiopie, il y a quelques mois. il y a quelques mois, en Éthiopie. Et est-ce que vous voulez bien nous dire, chanter, réciter les vers d'Homère? Alors une autre invocation aux muses, celle qui est au chant 2. Espetenun moi mosai Olympia domate kusai. Humeis garte aieste pareste te viste te panta. Lemis de cleos oion acomen odeti widmen. Hoitines hegemones danaon kai koiranoi esan. Pletondo kanego mutesomai odonomeno. Odeimoi decamen glossai decades tomateien. Ponneda rectos calcom de moieture neie. Imme Olympiadis musai Dios aigiokoio tu gatiris nesaiat hosoi upoilion elton. Philippe Brunet, c'est en 2005, je crois, donc 20 ans après les premières tentatives de traduction de l'Iliade, que dans le cadre du Printemps des poètes, vous faites une lecture intégrale de l'Iliade, c'est ça? Oui, je n'étais pas seul. Donc 3 jours. 3 jours, on était... Selon le souhait de Ronsard. Oui. C'est ça? Je veux lire en 3 jours l'Iliade d'Homère. Oui, c'est ça. Et oui, on aurait pu faire en moins de 3 jours, mais on a fait 2 fois 8 heures, je crois, 1 fois 6 heures, à peu près. Vous étiez nombreux, oui. On était nombreux, une 50aine, et les groupes étaient formés, 5, 6 lecteurs. Et jamais rien n'était défini pour savoir qui prenait la parole. Donc parfois on se retrouvait ensemble sur une même ligne. Et donc là, le rythme nous sauvait. Oui, on avait ou l'harmonie ou le chaos. On avait toujours la vie, une espèce de stimulation qui a fait que finalement je me suis dit qu'il y avait quelque chose de la nature même de ce texte à être dit collectivement. Alors on peut être un aède et chanter seul, bien sûr, et se souvenir. Mais aussi, lorsqu'on le partage, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui... On marque la place du public. Et puis il y avait aussi des chœurs d'enfants les plus doués. Ah, les enfants sont très doués. Ça, ils comprennent très bien tout de suite ces mesures binaires. Et ils chantent en grec. Pour peu qu'on veuille leur apprendre. Et alors, cette performance, c'était un peu une sorte d'avant livre. C'était l'Iliade d'avant l'écriture. D'avant, non? Oui, et en même temps, c'était lu, c'était toujours un après l'écriture, et en même temps, c'était avant d'autres expériences qui allaient encore transformer le texte. Et donc, on n'est jamais sorti du livre, on n'était jamais complètement dans l'oralité ou la vocalité homérique. Mais au moins, c'était une première tentative pour s'en approcher. Alors, je rappelais tout à l'heure ce que vous dites, que l'Iliade est faite pour être dite et écoutée. Et ce n'est qu'en l'écoutant qu'on comprend ce qui se tisse d'un vers à l'autre, d'un chapitre à l'autre, d'un chant à l'autre, et que un simple écho à 10 000 vers de distance trahit l'intention du poète et son existence incontestée. Alors,
son existence incontestée, parce qu'il n'y a pas que les mêlées des guerriers devant la cité de la plaine de Troie. Dans la plaine de Troie, il y a aussi les batailles des hellénistes concernant Homère. Et Homère a-t-il existé? Était-il un, plusieurs aides, personne? On ne va pas entrer dans cette histoire qui demanderait beaucoup de temps. Est-ce qu'il était ce poète aveugle, traditionnellement représenté comme aveugle au 8e siècle avant Jésus-Christ? Et à quel moment il est devenu un auteur de livres, de rouleaux d'abord, et ensuite... Oui, alors, la tradition de chanteur aveugle, elle est un peu universelle. En Mésopotamie, en Égypte, on a des chanteurs aveugles, et parfois rendus aveugles, donc des captifs, des esclaves, qui vont devoir apprendre à chanter, mémoriser, et qui ne pourront jamais s'échapper. Oui, mais je crois que vous avez peut-être la réponse, puisqu'on ne peut pas entrer dans le détail de cette question homérique, oui. Mais je crois que vous avez une réponse quand vous dites Homère, quelqu'un qui se souvient. Quelqu'un qui se souvient, avant toute chose, quelqu'un qui travaille avec une mémoire d'événements qui se sont passés combien de siècles avant lui. Et pour se souvenir, il ne doit pas voir le présent. Donc il est anti-contemporain, Homère. C'est-à-dire, il refuse de regarder ce qui est autour de lui, il ne parle pas des cités qui sont autour de lui, et c'est un très très grand mystère. Mais il se souvient, et donc parfois il y a une langue qui lui est transmise, qui lui vient d'assez loin, parfois peut-être des blocs, comme le catalogue des vaisseaux, des éléments... et puis, il fait cette composition extraordinaire. Il crée après l'Iliade. Ça, elle a une forme, elle a un sens dans le rôle que joue tel ou tel personnage, dans ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Et ça, c'est un travail de composition. Et comme vous dites très bien, avec les répétitions... Alors, peut-être... pas faire de compliment du livre, mais un des intérêts qu'on peut y trouver, c'est d'avoir en note les concordances des vers qui se répètent. Tel vers, vous pouvez savoir, parce qu'on ne connaît pas l'Iliade par cœur, et ça, je tenais absolument que les lecteurs puissent, parce que je l'ai découvert moi-même en le faisant, et j'avais pas sans arrêt un ordinateur qui me permettait de dire que tel vers se retrouve ailleurs, plus loin, ou dans l'Odyssée. Et donc là, on peut comme ça commencer à lire Homère en ayant un peu conscience de cette totalité et de ces échos très fins, très subtils, évidemment qui ne peuvent pas être dus au hasard ou à une tradition de bardes multiforme. Je crois vraiment, en même temps, il y a une très grande piété dans la tradition littéraire très ancienne, et on a transmis ce qui s'est composé, on l'a transmis presque tel quel. Mais c'est difficile de concilier l'improvisation et la mémoire, et pourtant c'est ça. Au centre du poème, et dès le premier vers, on l'a entendu tout à l'heure, en grec, il y a le mot « ir », que vous traduisez par « ir », colère, la colère d'Achille, son retrait qui rejette la prise de Troie, l'événement dans un avenir incertain. Donc, poème de la violence, mais qui n'est pas violent, dites-vous. L'Iliade redonne sens à la mort, redonne un prix au cadavre, objet de beauté et de piété. Oui, pas violent. Bon, il y a de la violence, mais le but n'est pas de massacrer, de montrer du massacre ou de produire de l'hémoglobine, mais ça existe quand même. Et lorsqu'un guerrier est tué, la chose est dite, énoncée, mais mise à distance dans la diction poétique, par le vers. Et puis, il lui restera toujours son nom. Et il vaut mieux mourir tué par Hector et avoir son nom dans le poème d'Homère que disparaître ou être enfoui, rayé de la mémoire des hommes, comme parfois on l'a fait dans l'histoire de nos guerres du XXe siècle. Alors, des morts innombrables, celle de Patrocle, l'ami d'Achille, celle d'Hector, Patrocle, tué par Hector tué par Achille, un duel, traîné dans la poussière tout autour des remparts de la ville de Troie. C'est l'événement décisif de cette guerre. Et puis mort des guerriers qui n'existent que précisément, comme vous venez de le dire, que parce que leur nom a été prononcé
par le poète. Et corps outragé, déploration, rituel, rite funéraire, pour réparer l'outrage. J'aimerais que vous nous disiez, chantiez, récitiez la mort de Patrocle. Alors un extrait. Oui, bon, la poésie doit guérir, alors si elle ne guérit pas, si elle rend plus malade qu'on était avant, elle ne sert à rien. Donc c'est en ce sens-là qu'effectivement, le rituel de la poésie est absolument nécessaire. Comme un lion contraint un sanglier indomptable, tous deux combattent remplis d'orgueil au sommet des montagnes, tous deux remplis d'orgueil luttant au sommet des montagnes, pour une maigre source à laquelle tous deux veulent boire, et parvient à dompter le sanglier hors de souffle. Ainsi du meurtrier de plus d'un, du vaillant Ménoïtiade, le Priamide Hector arracha la vie et le souffle, et triomphant devant lui, laissa s'envoler ses paroles. Patrocle pui pesta polinkera ixemen amen. Troiadas tegunaikas eleuteron emarapora. Axenen nesipilen espatrida gaian. Nepie ta onde pros Hectoros ocis hippoi. Possin horrore catai polemis demen encedautos. Trosipilopto lemoi simetat repos pinamono emmaraнаnkaion. Ils te mangeront, les vautours, ici même. Misérable, à quoi t'a servi la vaillance d'Achille, lui qui t'a fait à l'instant du départ ces nombreuses consignes? Ne me reviens pas, Patrocle, meneur de cavale, ô navire creux, avant que d'Hector homicide, tu n'aies troué la chemise sanglante sur sa poitrine. Tels devaient être les mots qui vainquirent ton âme démente. À bout de souffle, Patrocle, tu lui dis en réponse: vante-toi donc très haut, Hector, c'est Zeus qui te donne cette victoire, le fils de Cronos et Phoebos qui sans peine m'ont dompté. Ce sont eux qui m'ont dépouillé de mes armes. J'aurais pu rencontrer même 20 guerriers de ta trempe. Tous seraient morts ici, domptés par les coups de ma lance. Mais la moire fatale et le fils de Léto me terrassent chez les mortels. Euphorbe, tu viens m'achever en troisième. Utenon dautos deronde alla toiede, anci pariste quintanatos cae moira crataie. Circidament Achilleus amomonos ai Achidao. Tu ne vivras plus longtemps. Voici que se tiennent à tes côtés la moire puissante et la mort qui te savent, déjà dompté par Achille et Acide, guerriers sans reproche. Il se tut, et l'ultime trépas couvrit ses paupières. L'âme quitta le corps, s'envola chez Hadès, lamentable, pleurant son sort, abandonnant la jeunesse et la force. La mort de Patrocle, chant 16 de l'Iliade. Philippe Brunet. Les dieux aussi se livrent bataille, se rangent du côté de l'un ou de l'autre des camps ennemis, et
Ils sont blessés aussi. Ils souffrent. Ils sont blessés même si ce n'est pas du sang qui coule, qui jaillit de leurs veines, mais de la lymphe. Icor. Et puis les chevaux pleurent. Les chevaux pleurent la mort de Patrocle. Des chaudes larmes coulaient de leurs yeux sur le sol, se souillant l'abondante crinière hors du collier sur le joug, ça s'éployait d'un côté et de l'autre. Et puis le fleuve, qui est au pied de la ville de Troie, le Scamandre, se révolte devant les carnages commis par Achille, c'est au chant 21, je crois. Juste avant la mort d'Hector, non? Oui. Voilà. Et c'est le fleuve qui s'adresse à Achille et qui se dit saisi d'horreur, parce que les cadavres sont tellement nombreux qu'il ne peut même plus se déverser dans la mer. Donc, et Achille risque de mourir, attaqué par le fleuve. Il faut que la déesse Héra intervienne, assistée d'Héphaïstos, le feu, pour faire refluer le Scamandre. Alors, Philippe Brunet, il y a un mot qui revient très souvent dans la préface que vous avez écrite à votre traduction de l'Iliade, c'est le mot joie. Comment diriez-vous en grec, joie? Charis, chara, peut-être il y a d'autres, gaëtosuné, plusieurs mots. Et on a du mal, on vous croit bien sûr, mais quand on pense 20 ans, 1600, qu'est-ce que je raconte, 15 600 vers à traduire, et dans la joie. Il n'y a pas plus grand bonheur que de traduire Homère. Je crois vraiment, il y a beaucoup de choses merveilleuses dans la littérature grecque et ailleurs, mais il y a une espèce d'abondance, de générosité, qui n'est jamais prise en défaut. Et là, je ne partage pas l'avis d'Horace qui dit que le bon Homère s'endort de temps en temps, pas du tout. Non, la tradition est très respectueuse. De temps en temps, Homère, c'est vrai, il répète une épithète, mais quand il répète l'épithète, c'est pas lui, c'est tout le monde qui la répète. Comment dire, il travaille avec la voix de tous, c'est ça qui est extraordinaire. Et puis, c'est toujours ouvert, c'est jamais fini, ça ne retombe jamais. Et alors on peut dire que votre traduction aussi, elle est ouverte, elle est imprimée, elle est figée dans les pages, mais que vous n'arrêterez jamais de revenir sur cette traduction. Ah oui, parce qu'on peut jamais se satisfaire complètement, et en même temps, voilà, il faut relancer l'élan. Est-ce que l'écriture permet que la Hède puisse la dire avec suffisamment d'élan? Est-ce qu'on aura toujours la dynamique du temps initial? Est-ce que ça chante assez? Est-ce que les sons sont suffisamment liés entre eux? Philippe Brunet, puisque l'existence d'Homère est incontestée quand on lit ses vers pied à pied, vous écrivez à Homère depuis longtemps, puisqu'il existe. Et j'aimerais que vous nous lisiez votre dernière lettre à Homère. Caere. Caere. Ça veut dire, vous vous adressez à lui en lui disant... Réjouis-toi. Réjouis-toi. Joie, ça veut dire aussi bonjour ou au revoir. Salut. Votre Iliade est parue. Un livre. Un beau livre blanc et or. Tout à coup je deviens visible, vous devenez lisible. Je vous chante sur ces lyres que j'ai trouvés il y a quelques mois à peine chez vos chers Éthiopiens. Je vous dis en grec, parce que vos voyelles portent l'invention du chant, et elles nous mènent. La lyre précède, devient complice. Sur les notes, combien de questions n'aurais-je pas à vous poser? J'ai laissé les fractions de tons à la tragédie. Avec des tons entiers, vous sonnez sans vous perdre dans les anfractuosités de l'âme. Il nous faut raisonner plus grand. Toute une machinerie se met en place, radio, presse écrite, et sur les écrans mis en réseau, partout la nouvelle s'amplifie, les amis lointains me retrouvent, les inconnus vous découvrent. Je me vois parlant dans quelques heures, ou demain, à la radio. J'imagine le silence feutré du studio, les musiques enregistrées, et j'aspire au bruit des voitures, au grouillement des villes, à tout ce tintamarre de la foule. C'est dans ce chaos que l'on peut espérer vous retrouver. D'un bruit à l'autre,
dans leur fusion, dans le cliquetis des pare-chocs, le grondement des camions, le tremblement du métro. Immergé dans le bruit, dans l'arythmie, tout peut naître, séquence, notes tenues, fusées, trille. Le désordre aimé d'Apollon nous porte, avec ses lois magnétiques, ses pistes profondes, ses réseaux recommencés. Spirales à l'horizon, volutes dans l'espace, puis tout se perd à nouveau, se défait, et le grain façonne ses contours, ou plutôt se cristallise, s'oppose, et ce n'est qu'un noyau de matière. Assez pour qu'un espoir de poème recommence. Où sommes-nous dans ce chaos? Peu importe. Nul ne prétend vivre dans le regard d'Apollon, mais sous son regard tout redevient possible. Rien n'est à ordonner dans le chaos, mais tout y a sa place. Vous n'avez pas signé cette fois-ci? Oui, alors Philippe, Parisien à Moni. Merci Philippe Brunet, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que l'Iliade est à lire dans votre nouvelle traduction et c'est aux éditions du Seuil. Merci beaucoup. C'était Affinité élective, une émission de Francesca Isidori, attachée d'émission Claire Poinsignon, à la technique Éric Boisset, réalisation Isabelle Huel.